Donc bonsoir tout le monde, c'est à moi qu'incombe donc de commencer la soirée pour vous expliquer deux, trois petites choses sur la transmission de patrimoine. En 15 minutes, ça va être bref, rapide et concis. On va essayer d'évoquer diverses petites choses qui sont importantes dans l'idée d'organisation de votre patrimoine. Donc quelques rappels quant à la transmission à titre gratuit. Alors qu'est-ce que c'est que la transmission à titre gratuit? En cas de décès, si on ne s'organise pas, la transmission des biens va avoir un coût qui est relativement important. Donc la transmission des biens se détermine en fonction de différentes choses. Nous avons des outils à notre disposition qui permettent de diminuer un petit peu le coût des transmissions. Les engagements, le papier du prêt pour les chefs d'entreprise, le démembrement de propriété, c'est-à-dire la transmission d'une propriété usufruit via des donations, les mandats, le mandat de protection future, le mandat à effet posthume, qui sont des outils qui permettent donc d'organiser cette transmission. Il est indispensable donc d'avoir une approche globale, c'est-à-dire d'analyser avec le notaire, avec le gestionnaire de patrimoine, avec l'expert comptable, la situation familiale et les souhaits de la personne qui s'organise. S'organiser, c'est quoi? Donc c'est voir qui va hériter les biens, comment va s'organiser votre succession. S'organiser pour essayer d'éviter une fiscalité qui est trop importante aujourd'hui, qui est très importante. On va parler surtout de la transmission entre parents et enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une succession, vous payez une part de taxe au moment du décès qui est sans organisation la suivante. Pour la transmission entre parents et enfants, donc pour la transmission entre parents et enfants, vous avez des abattements qui existent, et en dehors de ces abattements, le coût de la transmission sur le patrimoine va être fonction de différents niveaux établis par l'administration fiscale. En clair, très rapidement, le coût de la transmission va tourner minimum aux alentours de 20%. Donc vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner un exemple concret qui permettra de voir que si on ne s'organise pas, le coût est relativement important. Donc quand on s'organise, la transmission entre parents et enfants, on a un abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un abattement? On prend la valeur du patrimoine à transmettre, on regarde qui est propriétaire de ce patrimoine, on regarde à qui on le transmet, et en fonction, on va bénéficier de ces abattements. Un père qui va transmettre à 2 enfants, si son patrimoine est d'un montant de 200 000 € par exemple, pour chacun des enfants, il aura donc un abattement de 100 000 €, on n'aura pas de fiscalité. Le coût sera moindre. Sauf que aujourd'hui, avec la valorisation de l'immobilier, avec l'euro, toutes ces choses-là, en général, l'actif de succession devient vite et rapidement important. On a un abattement également qui existe entre les grands-parents et les petits-enfants, à titre de disponible. Ce sont des choses qui sont instaurées par l'administration fiscale pour essayer de payer un petit peu moins cher. Et ensuite, quand on a des taxes à payer, quand on a justement ces droits de succession à régler, eh bien l'administration fiscale, dans sa grande bonté, accepte que l'on paye les taxes avec des délais contre garantie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce qu'en 15 minutes, ça va être un petit peu compliqué. Alors, quand on s'organise pour transmettre de son vivant, on va pouvoir, du vivant, le chef de famille va décider de transmettre à tel enfant tel bien, ou à tel autre enfant tel autre bien. Le système de la donation, il existe différents types de donation, mais le système de la donation, c'est de mon vivant, je m'organise pour transmettre à mes enfants. La donation, les deux principaux types de donation, c'est la donation simple, c'est-à-dire en fait une donation en avance sur la succession. On donne à un enfant en 2017 un bien, et puis en 2018 on donne un autre bien à un autre enfant, en 2019, et comme ça les donations sont espacées dans le temps. Il y a des conséquences sur le règlement de la succession. Et à côté de ça, vous avez un autre type de donation qui lui fiche la situation et évite les prises de tête entre héritiers au moment du décès du papa ou de la mère
Oui, au moment du règlement de la succession, ça s'appelle une donation-partage. L'avantage de la donation ou de la donation-partage, c'est qu'on va pouvoir transmettre les biens, donc en démembrement, chose dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que le démembrement? On a un bien immobilier, par exemple, un appartement qui vaut 200 000 €, et le père va vouloir donner à son enfant cet appartement. On va dire qu'il va garder la jouissance, c'est-à-dire qu'il va donner le bien, il va donner ce qu'on appelle la nue propriété, et lui va conserver l'usufruit, c'est-à-dire que jusqu'à son décès, il va pouvoir habiter le bien ou toucher les loyers si jamais le bien est loué. Et l'enfant, au moment du décès, deviendra plein propriétaire sans aucune formalité, sans aucun coût. Au moment de la transmission, au moment où on va faire la donation, on va donc, grâce au barème déterminé par l'administration fiscale, évaluer d'un côté l'usufruit ou la jouissance et de l'autre côté la nue propriété. Et l'avantage, c'est que les taxes ne vont pas être calculées sur la pleine valeur du bien, mais uniquement sur la partie en nue propriété. Donc dans l'exemple que je vais vous montrer, donc de la transmission subie à la transmission organisée, vous allez donc voir que dans le cas de la transmission d'un bien, bon, je prends des valeurs importantes, non pas que tout le monde dans la salle ait forcément un patrimoine de 2 millions d'euros, mais l'avantage d'une valeur importante, c'est qu'on voit vraiment la nécessité de s'organiser pour transmettre les biens. Donc dans le cadre de la transmission d'une valeur de 2 millions d'euros par un père qui décède en laissant 2 enfants. Chacun des enfants, donc non organisé, la succession n'est pas organisée, le père décède sans avoir rien fait, sans avoir préparé quoi que ce soit. Et bien on se rend compte qu'on utilise cet abattement entre parents et enfants. On a donc la base taxable, on retire l'abattement de 100 000 € par enfant, on a donc une base taxable de 200 000 €, et on a les taxes qui s'appliquent pour chacun des enfants. Au total, vous voyez donc que dans le cadre d'une succession non organisée, ici on a la succession non organisée, où la donation en pleine propriété, c'est quelque chose qui revient au même, et à côté de ça, vous avez une donation où bien conseillé, le bien va être transmis en nue propriété. Vous avez ici le taux d'imposition, la succession subie, c'est-à-dire la succession, le père décède sans rien organiser, on est sur une taxe pour une valeur d'un million quasiment à 22%, 21,3%, alors que la transmission organisée, c'est-à-dire la donation du vivant, on est sur 9,82%. Donc on diminue le coût, on passe d'un coût de 425 000 € par enfant, ce qui est relativement énorme, à un coût de 196 388 €. Donc si quelqu'un dans la salle ne saisit pas qu'il est nécessaire de s'organiser pour diminuer un maximum le coût de la transmission, le tableau ici vous explique clairement les choses et vous montre clairement que l'économie, elle est quasiment du simple au trait. D'où la nécessité de s'organiser. Pour les chefs d'entreprise qui sont présents dans la salle, il existe certaines dispositions. Pareil, je survole, pour vous donner une idée, vous pouvez noter les termes éventuellement, et puis après, si vous avez des questions, soit vous renseignez auprès de Jean-Marc, David ou moi-même. Donc je vais vous exposer par exemple l'avantage du pacte du travail. C'est un avantage fiscal, une disposition qui permet pour le chef d'entreprise, dans certaines conditions, sous réserve d'une détention du capital social avec un certain pourcentage pour le chef d'entreprise, une transmission aux enfants, derrière une reprise par l'un des enfants d'une fonction de dirigeant dans la société, vous avez un abattement qui retire 75% de la valeur de l'entreprise transmise. En clair, une entreprise qui vaut 2 millions d'euros, eh bien les taxes, grâce à cet acte, ce pacte du travail, cet engagement de conserver les titres pendant un certain délai, eh bien la taxation, au lieu de s'appliquer sur 1 million d'euros par enfant, va s'appliquer sur 250 000. Taxation sur 250 000, c'est une économie, si vous faites 750 000 € à minimum 20%, ça va faire 150 000 € d'économie minimum par enfant. Au final, encore une fois, l'organisation, la prévoyance fait que
en prenant cet engagement du trail, le chef d'entreprise, au lieu d'être taxé sur 2 millions d'euros, va être taxé sur 500 000 euros. De la même manière, vous pouvez augmenter encore cet avantage. Le chef d'entreprise qui prend l'engagement du trail, qui du vivant donne le bien à ses enfants en gardant la jouissance, comme je vous expliquais tout à l'heure, on retire de la valeur transmise la part en usufruit fixée en fonction de l'âge du chef d'entreprise. Je vais y arriver. Hop là, le chef d'entreprise qui s'organise, vous voyez les tranches. La valeur de l'usufruit, elle est fixée donc en fonction de l'âge. Quand j'ai en général l'idée de transmettre entre 61 et 70 ans, quand je vais commencer à avoir envie de partir à la retraite, je vais me poser les questions de qui va reprendre mon entreprise, comment je vais la transmettre, si j'ai un de mes enfants qui est à même de reprendre l'entreprise, quand je vais transmettre le bien, les taxes, donc engagement du trail élimine 75% de la valeur de l'entreprise, plus la donation du propriété taxée sur simplement 60% de la valeur des biens. Encore une fois, l'économie, là, on optimise le coût de la transmission. L'argent est mieux dans votre poche que dans les caisses de l'État au titre des droits de succession qui vont être perçus ou des droits de transmission à titre gratuit au moment de l'acte de donation. Est-ce que vous avez des petites questions sur tout ce qui est pacte du trail ou personne n'ose? Okay. Pour les sociétés, mais SCI également? Non, ça ne fonctionne pas pour les SCI, ça fonctionne vraiment que pour les sociétés qui ont une activité professionnelle. La SCI, qui va être une société de gestion, n'est pas concernée par le pacte du trail. Les 60% de la métropolité sont sur le restant des... Voilà, quand on a par exemple sur l'exemple de tout à l'heure que je vous citais à transmettre l'entreprise, j'y arrive, on retire donc les 750 000, il reste 1 million moins 750 000, 250 000 à transmettre. On ne va pas calculer les taxes sur les 250 000, on va calculer les taxes sur 60% de 250 000. Donc on économise sur cette partie-là. Au moment du décès du chef d'entreprise, l'enfant va récupérer les 40% restants sans payer de taxes à l'État, sans rien faire. Chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on optimise encore en plus quand on n'a pas utilisé l'abattement de 100 000 euros par enfant, qui se reconstitue au bout de 15 ans. C'est-à-dire que tous les 15 ans, un père ou une mère peut transmettre à chacun de ses enfants une valeur de 100 000 euros. Okay. En 2000, j'ai transmis un bien, un appartement de 100 000 euros. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail que les abattements en 2000 n'étaient pas les mêmes que les abattements aujourd'hui, mais en gros, vous avez transmis un bien à 100 000 euros en 2000. On arrive en 2016, vous récupérez ces 100 000 euros d'abattement et vous pouvez retransmettre une deuxième fois sans payer de droit de succession à l'État, sans payer de droit de donation, de transmission à titre gratuit. Vous pouvez retransmettre 100 000 euros. Donc 100 000 euros, pareil, je rentre dans la même explication, 100 000 euros qui vont être fixés par rapport à la valeur du bien. Si le bien vaut 200 000 euros, ben on a 100 000 sur lequel on applique 0 taxe et 100 000 sur laquelle on applique une taxe environ à 20%. Ça vous donne une petite idée. Et les 100 000 restants, si on le transmet du vivant en gardant la jouissance, eh bien on va optimiser le coût et on va en diminuer d'autant, puisqu'on appliquera le barème entre 50 et 60 ans, la valeur de la jouissance 50%, entre 60 et 70, 40%, et tous les 10 ans, on va perdre 10%, puisque moins on vit, moins on va profiter longtemps du bien. Ok? Donc en clair, s'organiser sur la transmission, c'est économiser. Vous avez vu tout à l'heure, l'argent d'argent immobilier, le coût de la transmission était relativement important. Sans s'organiser, imaginons que c'est une entreprise, pour que vous ayez une idée concrète, l'entreprise qui vaut 2 millions, sans organisation aucune, 425 000 euros de taxes. Je donne du vivant, on passe à 196 000 euros, donc on a économisé quasiment 225 000 euros. Et si on continue l'optimisation du chef d'entreprise en prenant l'engagement pacte du trail, on arrive à 16 388 euros. De 425 000 subis en cas de décès
ce qui va déstabiliser l'entreprise, ce qui va obliger les enfants probablement à vendre des biens, ce qui va nuire à l'entreprise, puisque si jamais rien n'est organisé, qui va reprendre la société en cas de décès du chef d'entreprise? Est-ce que les enfants vont vouloir exploiter? Est-ce qu'ils vont vouloir vendre? Enfin bref, ça devient compliqué. Ne pas s'organiser, c'est se retrouver soumis aux règles de l'indivision. L'indivision, c'est quand je veux faire quelque chose d'important, comme vendre, eh bien il faut l'accord de tout le monde. Si vous avez 3 enfants, vous en avez un qui est dans le giron de papa, qui travaille dans l'entreprise, 2 autres qui n'ont rien à faire, qui sont partis buller au soleil, ben, l'enfant qui n'a pas la succession organisée, qui n'a pas organisé la transmission avec son père, va se retrouver propriétaire avec les 2 autres enfants qui vont peut-être vouloir vendre, qui ne vont pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt. Or, tous ces problèmes qui surviennent dans le cadre d'une succession non organisée, eh bien, en amont, grâce à des mécanismes juridiques qui existent, qui fonctionnent, à partir du moment où ils sont bien faits, il ne faut pas hésiter à aller voir le notaire, l'expert comptable, le gestionnaire de patrimoine. À partir du moment où tout ça, en interprofessionnalité, c'est bien monté, tout est étudié, le côté fiscal, le côté civil, le côté patrimonial, eh bien, le chef d'entreprise va pouvoir profiter et travailler avec un souci en moins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par expérience, un chef d'entreprise qui décide à transmettre son bien, que ce soit à titre gratuit ou que ce soit de le vendre ou de monter une holding, j'ai quelques personnes dans la salle que j'avais vues pour des montages ou des choses comme ça, le chef d'entreprise, entre le moment où il se pose la question de tiens, il faut que je transmette mes biens, il faut que je m'organise, et le jour où on arrive à une situation où on signe les actes et où la personne rentre chez elle en se disant c'est bon, j'ai tout préparé, je peux mourir tranquille, eh bien, minimum c'est 5 ans. 5 ans, pourquoi? Parce qu'il faut évaluer l'entreprise, parce qu'il faut évaluer les biens immobiliers, parce qu'il faut mettre les enfants d'accord. Tiens, toi, tu veux tel bien, tu veux tel appartement ou telle maison. Donc voilà, petit survol de la transmission. Vous avez tous compris que si vous vous organisez, vous évitez pas mal de soucis, enfin à vous non, puisque vous serez mort, mais à vos enfants principalement. Vous allez éviter beaucoup de soucis, alors que pas d'organisation met les enfants dans une situation où les histoires de famille, les intérêts des uns et des autres ne seront pas forcément les mêmes. Rapidement. On est aujourd'hui dans une période transitoire où beaucoup de choses ont été promises au début de l'année 2017 et aujourd'hui on arrive à qu'est-ce qui va se passer en 2018 d'un point de vue fiscal. Alors, mes explications ce soir, elles vont être à prendre avec des pincettes. Alors, non pas que je vais raconter n'importe quoi, mais beaucoup de textes ne sont pas encore totalement votés, ou alors, au moment du vote, eh bien, on a un petit député qui a envie de se faire mousser, qui ramène un amendement qui fait s'effondrer toute la sécurité juridique de l'opération. Exemple type de ce qui s'est passé cette semaine pour la loi Pinel. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi Pinel ? La loi Pinel, c'est un mécanisme qui permet de payer un petit peu moins d'impôts en achetant un bien immobilier sur lequel, entre guillemets, on dit qu'on va défiscaliser. Alors avant de partir sur l'idée de défiscaliser, il y a 3 règles dans l'immobilier. On va être victime, entre guillemets, de la défisque. Il y a 3 règles pour investir, pour acheter un bien immobilier. La règle numéro 1, c'est l'emplacement. La règle numéro 2, c'est l'emplacement. Et la règle numéro 3, c'est l'emplacement. C'est-à-dire que acheter un bien immobilier sans savoir où il se trouve, ou alors il se trouve à l'autre bout de la France, sans avoir d'explication d'une personne, au minimum le gestionnaire patrimoine, ou le commercial, ou l'agent immobilier qui s'est déplacé sur place, eh bien, il faut être méfiant parce qu'on a des programmes qui ont été faits dans des zones ou dans des régions où les promoteurs achetaient les terrains pas chers et ont investi et vendent des biens qui ne se louent pas derrière. Pas de location égale pas de défiscalisation, puisque quand vous achetez un bien immobilier soumis à la loi Pinel, vous allez bénéficier sur une période de 12 ans d'un certain montant de défiscalisation. De 0 à 6 ans, on va être de mémoire sur un montant de 12% d'investissement, plafonné à 300 000 €. Donc, tous les ans, vous allez diminuer un petit peu le montant des impôts que vous allez avoir à payer.
Cette défiscalisation, elle est fonction des zones. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, quasiment sur toute la France, on pouvait acheter un bien défiscalisable en loi Pinel et puis on bénéficiait des abattements. Si je gardais le bien 6 ans, je défiscalisais 12% du montant. Si je gardais le bien 9 ans, je défiscalisais 18% du montant. Et si je gardais le bien 12 ans, je défiscalisais 21% du montant, en sachant qu'à La Réunion, la défisque était un petit peu plus supérieure. Et puis, loi 2017, loi de finances, projet de loi de finances rectificative pour 2017 et loi de finances pour 2018, vote des dispositions sur la loi Pinel. La loi Pinel, début du mois de novembre, s'applique dans les zones A bis, A et B1. En fait, l'État, l'administration fiscale, détermine des zones où, on en reparlera également pour la plus-value rapidement tout à l'heure, on détermine des zones où, soi-disant, le logement est tendu. C'est difficile de se loger, c'est difficile pour des gens qui n'ont pas forcément des gros revenus de se loger. Donc la loi Pinel vous permet d'acheter un bien, de le défiscaliser sous certaines conditions d'un montant de loyer minimum calculé en fonction de cette zone. Donc début du mois de novembre, la loi Pinel s'applique zone A bis, zone A et zone B1. Coup de bol, la zone B1, La Réunion faisait partie de la zone B1. Donc vous pouviez investir sur une zone, pas loin de chez vous, avec un bien que vous pouviez voir. Et puis on a un député qui s'appelle Giraud. J'espère qu'il n'y a pas de Giraud dans la salle. Un député qui s'appelle Giraud, qui n'a pas trouvé mieux, sûrement sur demande de l'administration fiscale, de déterminer qu'en zone B1, eh bien, dorénavant, le bien situé dans une commune ne sera défiscalisable à partir de l'année prochaine que si la commune a demandé l'agrément de l'État. Donc ça restreint la zone et ça nous met dans une situation où aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, d'organiser patrimonialement les choses en achetant un bien, en investissant, ben là, dans les mois qui viennent, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Cet amendement, on ne sait pas s'il va être validé. Donc en clair, on est un peu dans l'expectative. De la même manière, en disposition, alors juste une petite précision par rapport à la loi Pinel, quand on investit en Pinel, il faut prendre garde, donc grâce à l'expert comptable, grâce au gestionnaire patrimoine et au notaire, à bien tenir compte de ce qu'on appelle des niches fiscales. C'est-à-dire que si je paye 30 000 € d'impôts par an, c'est beaucoup, mais ça arrive, si je paye 30 000 € d'impôts par an, ben ça ne sert à rien que j'achète 10 apparts, parce que première chose, l'investissement ne doit pas dépasser 300 000 € par an, c'est plafonné, sur 2 appartements maximum. Et puis la deuxième chose, c'est que l'administration fiscale a décidé de plafonner la réduction d'impôts. C'est-à-dire si vous êtes en métropole et que vous investissez sur des biens en métropole, le plafond va être de 10 000 €. Et dans sa grande bonté, si vous investissez dans des biens situés dans les dom-toms, vous avez un abattement supplémentaire de 8 000 €. Donc la niche fiscale, elle est plafonnée à 18 000 €. Donc il faut tenir compte des avantages que vous avez si vous avez une femme de ménage ou un jardinier. Vous allez avoir certaines choses à déduire, certains montants pour les gardes d'enfants ou d'autres placements que vous pouvez avoir qui vous permettent de déduire quelque chose, mais c'est plafonné. Au-delà d'un certain montant, ça ne sert plus à grand-chose d'investir et d'acheter quelque chose. Avant-dernière nouveauté, l'IFI. L'IFI, c'est quoi? Impôt sur la fortune immobilière. L'ISF, ils l'ont supprimé, tout le monde était content, et puis finalement, ils ne l'ont pas supprimé, ils l'ont modifié. En clair, tous les biens immobiliers non affectés à l'activité professionnelle vont être taxés dans certaines conditions. Ça, c'est aujourd'hui, ça peut évoluer, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça peut changer, puisque la loi de finances, elle est en train d'être votée, ça peut changer, mais aujourd'hui, on sait que ça reprend quasiment les dispositions de l'ISF, mais au lieu d'inclure tout le patrimoine, on inclura uniquement tout ce qui a trait à l'immobilier et qui n'est pas à l'usage professionnel. Alors après, pareil, je ne vais pas rentrer dans les subtilités, si vous avez des questions, on verra ça plus tard, mais en clair, si votre patrimoine est compris entre 800 000 et 1,3 million, vous avez une maison, si vous habitez à Saint-Gilles, vous allez avoir une maison avec un grand terrain, vous allez vite avoir une maison à 500 000 à 600 000 €. Et puis si vous avez 2-3 apparts, on peut vite se trouver dans cette tranche-là. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est immobilier est taxé dans les proportions qui figurent ici. Dernière petite chose, parce qu'il y a quand même
des semblants de bonnes nouvelles qui semblent poindre à l'horizon. On n'est pas encore sûr, mais vraisemblablement, la plus-value immobilière, c'est-à-dire la taxe prise par l'État au moment de la vente d'un terrain à bâtir, va peut-être, c'est dans les tuyaux, mais encore une fois, ça peut être modifié, ça peut être impacté par ce qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire que la Réunion, zone B1, zone A, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va tenir compte de ces zones-là. Plus-value immobilière sur la vente d'un terrain, abattement de 100%. C'est-à-dire si vous faites une plus-value, vous avez reçu un terrain en donation il y a 20 ans pour une bouchée de pain, ou il y a 15 ans pour une bouchée de pain, il a été déclassé, vous faites une plus-value parce que la valorisation était terrain agricole à 2 000 € et vous le vendez 200 000 € parce qu'il est devenu constructible. Eh bien si c'est pour réaliser du logement social, exonération totale de plus-value, suivant le zonage, zone tendue. Si vous faites une construction de logement intermédiaire, abattement de 85%, et puis si c'est construction d'un logement en secteur libre, c'est-à-dire n'importe qui construit une maison pour l'abattement, sera de 70%. Il s'ajoute aux abattements pour durée de détention. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail et tout réexpliquer comment fonctionne la plus-value. Mais en clair, on a peut-être quelques petites nouvelles intéressantes sur ce point-là qui arrivent avec la loi de finances 2018. Voilà. Je transmette le... Merci Jérôme. Merci. Ça devrait fonctionner. Alors, juste, on va vous faire aussi un peu. Levez la main ceux qui ont du patrimoine immobilier, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a aucun risque. Hein. Levez la main. Moi, j'en ai un. Bon, beaucoup de gens ont de l'immobilier. Alors, pourquoi vous avez fait de l'immobilier? Question simple. Bon, globalement, parce que c'est intéressant. Les Français adorent l'immobilier. Il y a plusieurs raisons à cela. Ça rapporte un certain rendement locatif, un revenu locatif, et puis surtout ça se finance à crédit. C'est un des seuls biens, une des seules méthodes d'acheter à crédit. On ne peut pas aujourd'hui acheter